Nous allons... Allez, messieurs, on y va. Alors, bonsoir tout le monde. Nous allons entamer le deuxième cours. Donc, je rappelle que nous avons partagé cette formation qui est une formation d'apprendre les klalim, les règles de la halakha. Comment comment nous, qui étudions tous les jours, la Gemara, la Mishnah, la Gemara, et on n'a pas pris assez de temps pour comprendre comment fonctionnent exactement les halachot, comment la halacha découle de toutes ces grandes marloquettes qu'on trouve dans la Mishnah, dans la Gemara, etc. Aujourd'hui, nous allons voir même dans les Rishonim, comment on peut s'en sortir, parce qu'on est un peu perdu dans de ce monde qui est très très vaste et qui d'ailleurs, en guise d'introduction, précise que le rabbi Yosef Karo, rabbi Yosef ben Ephraim Karo, qui était le Baal HaShulchan Aruch, toute sa vie évidemment, il a écrit énormément de livres. Le premier livre, c'était le Bet Yosef, le Shulchan Aruch. Après, il a écrit l'Avkat Rochel. Après, il a écrit ce qu'on appelle le Bet Akabaït. Après, il a écrit le Kesef Mishneh. Énormément de livres, mais une masse de livres. Et à la fin de sa vie, vraiment, il a vécu 90 ans, à la fin de sa vie, il a dit, maintenant, c'est le moment. Je connais toute la Torah. Amen, Kenny Ratson. Vous connaissez tout. Vous connaissez la Gemara, Bavli, Ushami, Merita, Tosefta, comme on a vu tous les Midrashim, etc., le Ushalmi, vous connaissez le Zohar. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais faire des règles, des klalim. Et il a écrit un livre qui s'appelle, il a écrit un livre qui s'appelle Alichot Olam. Et sur ce Alichot Olam, qui était déjà un qui est là avancé, il a fait tous les klalim du Beth Yosef. Donc, et ce qu'on remarque, c'est comme ça que tous les Gdolé Israël, vers la fin, lorsqu'ils ont mamash traversé la Torah, ils se donnent à cet exercice qui s'appelle les klalim, les règles de la halacha. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, on a deux personnages dans la Torah, un qui s'appelle Shaoul Ameler, le deuxième il s'appelle David Ameler. Vous savez tous que Shaoul était jaloux, une jalousie qui dépassait l'entendement humain de son gendre, David. Et pourquoi il était jaloux? Alors non, on imagine, parce qu'il était euh, plus brillant que lui, il était, comme c'est écrit dans la Torah, que les femmes, les jeunes filles, lorsqu'ils revenaient de guerre, ils disaient Ika Shaoul be alafav ve David be revevotav. Shaoul, il tue des milliers, alors que David, il tue des myriades. Donc il était jaloux, il dit comment ça se fait que un petit jeune David, il est plus fort que moi dans l'armée. Mais la Gemara dit que c'est pas ça du tout. Il écrit, Vaï David, Echod Deracham Maskil, Vachem Imo. De là, nous a dit la Gemara, chez Kol Makom Alacha Moto. Pourquoi? Parce lui, il faisait Alacha, il était la Souké, Shmata, Aliba, Deilcheta. Il avait cette force incroyable qu'il étudiait la Torah. La Gemara, la Mishnah, à l'époque, c'était pas pareil que nous, mais c'est les mêmes études qui étaient orales et pas écrites. Et chaque fois, il trouvait l'alacha. Et ça le rendait jaloux à Shaoul. La jalousie de Shaoul, elle n'était pas une jalousie qui était matérielle, mais c'était une jalousie qui était spirituelle. Il était trop jaloux. Comment se fait-il que lui, toujours, il a raison dans l'alacha? Il peut y avoir des grands rabbinim qui sont immensément grands, mais, hmm? Ah, bravo. Ah, mais pourquoi c'est pas Kinat Sofrim? A priori, ça devrait être lui Kinat Sofrim, parce que c'est très bien d'être jaloux d'un rave qui est fort. Sa différence, c'est Kinat Sofrim, c'est que tu es jaloux d'un rave et tu fais pareil que lui, à savoir si tu dis autant et pouvoir plus que lui. Mais Shaoul, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait tuer, il voulait se débarrasser de David. À maintes fois, il a levé la main, il a levé son arme contre David.
Donc ça, c'est pas Kinat Sofrim. Kinat Sofrim, c'est seulement quand quelqu'un dit, ah, il étudie, moi je suis faire étudier. Il étudie 2 heures, moi je dis 3 heures. Il dit 4 heures, moi je dis 5 heures. Mais quand tu dis, ah, il étudie 3 heures, je le liquide. Je suis jaloux, je le liquide. Ça, c'est pas Kinat Sofrim, ça. Ça, c'est, ça, c'est un mâche. Ça, au contraire. C'est la Kina, Akina, Vatava, Vakavod, Motzi, Met Adam Naolam. Ça, c'est, et d'ailleurs, sur ça, dit Rashi, c'est quoi l'explication? Vakina, Motzi, Adam Naolam, c'est sur Shaoul parce qu'il avait une kina qui était viscérale. Il avait une kina qui dépassait, il était tellement... Donc c'est pour ça que le Beth Yosef, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il a voulu faire les klalim. Pourquoi? Parce que c'est bien d'étudier la Gemara, c'est bien d'étudier tous les poskim, mais si on ne connaît pas les règles de la halacha, jamais, jamais, ou non jamais, on pourra avoir le mérite de dire Oev Hashem et Sha'aret Zion. On a la traduction du verset dans Télim, Oev Hashem et Sharet Zion, Hashem il aime les portes, les sharim, Zion de Yerushalayim, Zion de Yerushalayim. La Gemara elle dit non, Al Tikre Zion, et là, c'est quoi Zion? Et là, sharim ametsuyanim be'alacha. Alors, il peut avoir des instituts d'études, il peut avoir des collèges, il peut avoir des yeshivot, il peut avoir plein, plein de choses. Mais si il n'y a pas une touche de halakha le maaseh pour arriver à la souké shmatad alibad et cheta, c'est pas ça. Hashem, Oev Hashem et Sharet Zion. Hashem, il aime les sharim ametsuyanim ba'alacha. C'est pour cela que j'ai trouvé intéressant et je voulais vraiment le faire pour que vous ayez la chance, vous aussi, et ce serait ma grande joie, vous ayez la chance aussi de connaître toutes ces règles et toutes ces des choses incroyables. Bon, comme je t'ai dit la semaine dernière, on peut passer des mois, des années pour apprendre tous les klalim qu'il y a dans le chasse. Et grâce à ça, quand on va après aborder une Gemara, aujourd'hui nous allons voir un Rashi Tosfot, alors c'est qui Rashi d'un côté, Tosfot de l'autre, alors quand on va voir le Rashba et le Ramban, qui c'est qui a raison, comment ça marche, est-ce qu'on va voir le Rambam et le Rif, lorsqu'on va voir Tosfot contre le Rashi, Tosfot contre le Rambam, etc. Tout ça, c'est c'est un monde, un monde. Et c'est un monde que moi j'adore. Donc, vous savez, des fois, on peut être très avare et garder de ces belles choses pour soi-même et ne pas les partager. Mais j'ai voulu les partager avec vous. C'est pour ça on fait ce chiot. Alors Ah, maintenant, si vous me permettez, c'est Patrick, j'espère que vous allez bien. Et juste pour comprendre une petite chose, parce qu'en fait, c'est un débat qui revient régulièrement. En fait, on dit, bon, c'est une halakha midera banane et une halakha mideoraita. Donc, deoraita, on sait toujours que c'est plus important que des rabbanan. C'est toujours le sujet, notamment par rapport à halakha de Shabbat. Est-ce que, en fait, effectivement, les avérotes qui pourraient être faites sous le joug de Midera Banane, ça serait moins important que Midera Banane. Mideoraita, pardon. non. Alors écoute bien, Patrick, mon cher ami, il faut savoir que le Gehinam, l'enfer des Rabbanan et l'enfer des Doraïta, c'est à 1 degré. Donc on est à déjà à 350 millions de milliards de degrés de chaleur. Tu enlèves 1 degré, ça ne va pas te changer grand-chose. Non. D'accord. Des Doraïta, des Rabbanan, ça ne fait pas de différence. Au contraire, au contraire, au contraire, Hachem, on dit qu'Hachem, il aime encore plus les vrais, euh, comment on dit dans Shir Hashirim, Hachem, il aime les paroles des Chachamim encore plus que les paroles des Rabbanan. Seulement, la différence que tu es en train de soulever, c'est Safek d'Oraita la Khumra, Safek des Rabbanan la Kula. La seule Oui, différence, c'est pas que un c'est moins important que l'autre. La différence, c'est lorsqu'on a un doute sur une halakha d'Oraita, on doit aller la Khumra. Et lorsqu'on a un doute sur une halakha de Rabbanan, alors on va dans la Kula. Mais à part ça, la gravité des choses, elle est, j'allais dire même plus, c'est encore plus grave de transgresser une halakha de Rabbanan, Vadaï, pas quand c'est un Safek, Vadaï, plus que Mnatora. C'est encore plus. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous ce que dit le Ramban, le Nachmanide,
dans le premier Shoresh des mitzvot du Rambam, il dit, parce que les des Rabbanan, c'est aussi des Oraïta. Pourquoi? Parce que qui a donné la force aux Rabbanan de faire des halachot? C'est la Torah. Parce que sinon, comment les rabbins ils peuvent venir et dire des choses qui sont pas écrites dans la Torah? Parce qu'il y a écrit dans la Torah, Vasu, Mishmeret et Mishmarti. Hachem a dit, vous les rabbanan, on vous donne je vous donne je vous donne la possibilité, non seulement je vous donne la possibilité, je vous donne la mitzvah de faire des takanot pour le clan d'Israël, Moukse, etc. Et donc, en réalité, celui qui transgresse un issour des rabbanan, alors lui, il transgresse d'abord le Derabanan, évidemment, mais il transgresse aussi la volonté d'Hachem de écouter les Chachamim, parce que c'est Hachem qui a dit qu'il faut écouter les Chachamim. Donc on va fait deux Averot. Première Avera, il a touché un marteau au Shabbat, c'est assourd. Deuxième Avera, Hachem il a dit aux Chachamim, faites des takanot et instaurez qu'on n'a pas le droit de toucher un mouxé pendant Shabbat. Donc celui Ah, qui c'est Akadosh Baruch Hu, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, cette demande. c'est écrit dans la Torah, Vasu, Mishmeret et Mishmarti. C'est écrit dans la Torah. Alors maintenant, Rabotai, donc on finit cette introduction et nous allons voir maintenant. Donc, on va commencer par trois choses. La première chose, c'est les règles du Yerushalmi. Deuxième sujet, les règles du Midrash. Et troisième sujet, les règles des Rishonim. Alors, rapidement, je vais vous donner 12 règles. Comment, alors marquez-les parce que ça va aller très vite. Et on n'a pas beaucoup de temps. Normalement, il faudrait pas 3 cours, mais 30 cours. Mais on fait rapide. Et la première règle, quand on étudie les Yerushalmi par rapport, quand on étudie le Babli, vous savez, alors il faut savoir une chose que l'auteur du Yerushalmi, il s'appelait Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a vécu 200 ans avant le Chorban Bet Hamikdash. À savoir, il était après le Chorban Betamikdash, 200 ans, il y avait Chorban. Et la différence qu'il y a entre le Bavli et le Rouchalmi, c'est 100 ans. Il y a 100 ans qui séparent les livres verts des livres rouges, là, des livres bleus. Pour certains, c'est rouge. Hein. Donc, il y a 100 ans qui différencent. Et malgré tout, bien que, a priori, donc, le livre de Rouchalmi, il est bien avant le livre du Bavli, de la Gemara, mais malgré tout, la halacha, elle a été fixée suivant le Bavli. Lorsqu'il y a une marloquette, comme Tosfos y ramène souvent, quand il y a une marloquette entre le Bavli et le Yerushalmi, toujours, c'est la halacha, c'est comme la Gemara chez nous, c'est-à-dire le Bavli. Et même si le Yerushalmi est mahmir et le Bavli il est mekel, après on dit, bon, alors comme on vient de dire, c'est marloquette, peut-être il faut être mahmir. Non, malgré tout, la halakha a été fixée suivant le Bavli. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a une règle dans la Torah qui s'appelle halakha kebatrae. La halakha, c'est comme toujours les derniers. Ça veut dire quoi? C'est lorsqu'on a une marloquette dans les poskim, on regarde toujours le dernier. Le dernier, c'est celui qui a toujours le plus raison. Alors il explique le Rav Sadok à Cohen, mais a priori on ne comprend pas. Plus il était avant, et plus il est Chacham, plus il est. Nous on sait que quoi? Que Doroth, ils sont mitmaet. Pas, on ne peut pas être Rolex sur un Rishon, on ne peut pas être Rolex sur un Amora, on ne peut pas être Rolex sur un Tana, on ne peut pas être Rolex, etc. Alors pourquoi la Lacha, c'est comme le Bavli, alors que Rabbi Yochanan, qui était, comme j'ai dit, 100 ans avant le Talmud Bavli, c'est lui qui l'a écrit, quand même c'est la pas comme lui. Alors il explique Rav Tzadok Cohen une explication, et on va l'utiliser souvent, parce que par exemple, toujours, on va voir, lorsqu'il y a une marocaine dans les Rishonim, on va voir, il y a ce Rishon et ce Rishon et ce Rishon. D'Alacha, ce sera comme le Rishon qui est le dernier. Mais pourquoi le dernier? Mais celui qui est le premier, c'est mieux que le dernier? Réponse. La réponse est la suivante. Il donne un machal. Pour comprendre Alacha et Batrae. Ça c'est une règle. Alacha et Batrae. Batrae en araméen, ça veut dire les derniers. Alacha, il dit comme ça. Imaginons-nous qu'on a un géant et un nain. Qui c'est qui voit mieux, plus loin? Celui qui peut voir plus loin? Un géant ou un nain? Évidemment, c'est le géant. Le géant, il fait 3 mètres, 10 mètres, 15 mètres. Et le nain, il fait même pas 50 centimètres. Qui c'est qui voit le plus loin? C'est le géant. Mais si maintenant on prend le nain et on le met sur la tête du géant, qui c'est qui voit plus loin? Le géant ou le nain? Eh bien, c'est le nain. Alors, c'est pour ça, explique Rav Cohen, pourquoi le Bavli,
il est plus fort que le Yerushalmi. Parce que c'est vrai que le Bavli, il était beaucoup, le Yerushalmi était, c'était Rabbi Yochanan, il était immensément grand, plus que Ravina, et Ravashi, et Rav Papa, et Rav Chizda, et Ravuna. Il était beaucoup plus grand que tous ces grands Amoraïm. Mais eux, ils ont écouté tout ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Ils sont des nains. Et Rabbi Yochanan, c'est un géant. Mais eux, ils ont appris d'abord tout ce qu'il a dit, et après, ils ont réfléchi, ils ont trouvé quelque chose de plus, parce qu'ils se sont mis au-dessus. Et c'est toujours comme ça. C'est comme ça qu'aujourd'hui, même la science, elle m'a dit, mais quand la science, comment elle avance? Parce qu'on a des acquis, des axiomes qu'on a appris, on a appris de Newton, etc. Et sur ça, on rajoute. Mais imaginons-nous, est-ce que quelqu'un pourrait faire comme Newton. Newton? Non, Non. il ne pourrait pas faire. Mais maintenant qu'on sait ça, alors on ajoute un petit chouïa. Et ce petit chouïa, ça nous a fait avancer. Mabdi Ben Kodeshro, c'est la même chose. Donc c'est pour ça que le Bavli, il connaissait le Rouchalmi. Parce que le Bavli, il n'est pas né de la dernière pluie. Il connaissait déjà, à 100 ans, ils avaient ce livre. Ils l'ont étudié de tous les côtés. Et ils connaissaient par cœur le Rouchalmi. Hein, quoi. Et après, il est venu Abaye et Rava. Abaye et Rava, ils sont venus. Ils ont dit, tu as vu ce qu'il a dit, Rabbi Yochanan? Il dit, ah oui, c'est vrai, mais on a trouvé une couchia. Ça on peut dire différemment. Et ça, et des questions, et des réponses, etc. Et ça, comme la Gemara Maskinan, ici, il manquait un petit peu. Ici, hop, donc, ils ont ajouté quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que la Lacha, c'est comme le Yerushalmi et pas comme le Bavli. Au contraire. La Lacha, c'est comme le Bavli, pas comme le Yerushalmi. Il me semble que dans Betsa, lorsqu'il y avait s'agissait cette problématique du deuxième jour de fête, de Hol, Comme Tov Sheni. ils ont rappelé la halakha de Rouchami pour imposer le deuxième jour de fête en Chos la Haret, en disant sachez ce qu'ont fait vos ancêtres. Donc ils ont rappelé dans le Bavli ce qui s'est passé dans le Rouchami pour imposer, il me semble. Oui. Alors non, non, c'est pas exactement. Ils ont pas amené le Rouchalmi, mais ils ont amené. C'est très bien ce que tu dis. Ça va être dans les 12 points. Donc on en a dit aujourd'hui. Maintenant, écoutez bien. Bien que on va prendre. Voilà, c'est ça la règle générale. Maintenant, il y a des exceptions. Donc vous savez, dans chaque règle, il y a des exceptions. L'exception est la suivante. Des fois, des fois, le Yerushalmi et le Bavli, en vérité, ils ne sont pas marloquettes. Ça veut dire quoi? Le Yerushalmi dit quelque chose de simple. Et le Bavli, il reste Bessafek. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, Abaye et Rava, ils disent, voilà, Baya de l'Oifsheta. Baya de l'Oifsheta, Safek, on ne sait pas. Baya de l'Oifsheta, vous comprenez ce que je dis en arménien? Bah, c'est un sujet qui n'a pas été tranché. Et le Yerushalmi, lui, on voit qu'il a pris ça comme argent coûtant et il a été possède. Dans ce cas-là, oui, il a la race comme Yerushalmi. Pourquoi? Parce que Ravina et Ravashi, qui ont été Sotem, le Babli, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé le Safek. Ils ont pas pu eux-mêmes trouver de réponse. Mais évidemment, le Rouchalmi qu'on a le Rouchalmi à côté, c'est évidemment, on peut tranquillement être possède comme le Rouchalmi. Ça, c'est une première exception. Deuxième exception. Compris. Si c'était clair, les Yerushalmi, ils ont étudié les Yerushalmi, le Yerushalmi était clair. Comment eux peuvent s'inventer un Safek? Oui, ouais, c'est une très bonne question. Il faut savoir une chose, c'est que les Amoraïm du Bavli, ils commencent depuis le début. Ils ont pas arrivé, eux, à trouver une réponse. Ils ont laissé presque, on va dire, ils ont laissé aux Talmudistes de dire, nous, on trouve pas. Nous, en Babylonie, on n'a pas le trou d'Eretz Israël. Et donc, on vous laisse à vous, les Israéliens. C'est pas, les Français, ils savent pas faire, ils savent pas attaquer le Qatar là-bas. Ils savent pas faire ça. Mais les Israéliens, ils savent faire bien. Alors là, on va les laisser les faire. Maintenant, ça, c'est très rare que ça arrive comme ça. Mais il y a un autre cas. Ce cas-là, par contre, c'est très, très courant. Il y a des fois, dans la Gemara, on a un Safek. Qu'est-ce que c'est le pshat dans la Gemara? Rachid explique que la Gemara, elle veut dire ça. Et Tosfot, il explique que la Gemara, elle veut dire autrement. Mais non, on ne sait pas. Marloquet, Rachid, Tosfot.
Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, c'est sûr que l'on peut puiser des sources du Yerushalmi pour être pochette la marloquette qu'il y a entre Rashi et Tosfot. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose, que les Rishonim n'avaient pas tous le Yerushalmi. Autant le Babi connaissait le Yerushalmi, mais le robe des Rishonim, ils avaient quelques pages du Yerushalmi, mais ils n'avaient pas tous les Yerushalmi. Le seul qui avait tous les Yerushalmi, et que le Beth il appelle Mara de Kula Talmuda, c'était le Rajba. Le Rajba, il avait tous les Rouchalmi, il connaissait tous les Rouchalmi par cœur. Mais Rashi, il ramène les Rouchalmi, Tosfot, ils ne ramènent pas tout. Et des fois, souvent, qu'est-ce qu'on voit? Qu'ils ont donné une explication. Et comme me dit le Raphaël Kanevski dans ses soirées, il me dit oui, parce que lui, Raphaël Kanevski était aussi un grand connaisseur du Yerushalmi. Il dit oui, Rachid Tosfot, sauf que maintenant qu'on a le Yerushalmi, on sait que l'explication, c'est plus comme Tosfot, plus comme Rachid. Bien que Rachid ramène le Yerushalmi, mais ils n'avaient pas tout le Yerushalmi. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est que alors autant que dans le Bavli, il n'y a aucun livre qui a été perdu, dans les Yerushalmi, il y a un grand seder qui a été complètement perdu. On ne sait pas pourquoi. Ça doit être à l'époque du Roman Metamikdash. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que la Torah elle est partagée en six. Il y a Zraïm, il y a Moed, il y a Nashim, il y a Nezikim, il y a Kochim, il y a Tarot. Alors, dans le Yerushalmi, il y a quelque chose qui manque, c'est Kodashim. Zvachim, Menachot, Bechorot, Achin, Tmura, tout ça, ça existe. Quel livre? Il n'y a aucun livre de tout ce Seder. Il y a sur Zraïm, il y a sur Moed, il y a sur Nashim, il y a sur Nezekim, il y a aussi sur Tarot, mais il y en a un qui n'y a pas. Il n'y a que 5 sur 6. Il y en a un qui a disparu. Et rappelez-vous, ce qui s'est passé, c'est que un jour, à l'époque du Chafetz Chaim, on a sorti, il y a eu un col qu'on a retrouvé le Yerushalmi Kochim. Et le Chafetz Chaim, qui adorait évidemment Saint Cohen, il adorait les corbanotes. Il dit que ça veut dire quoi? On n'a pas, pour une fois, on a retrouvé des corbanotes, il était un mage en extase. Et donc, il a vite acheté ce livre. C'est un grand livre. Et dans ce livre, vous savez, dans Masechet Menachot, on va bientôt arriver dans Menachot, dans le Daf Lamed Zayin, la Metret, là-bas on parle comment on doit mettre des films de Rachid ou des films de Rabbeinu. Alors, Marloquette là-bas, dans le Bavli, Rachid dit l'explication Abayot, BMTsa. Et Abayot, il dit qu'Abayot, c'est pas le BMTsa. Alors, il y a Marloquette, quelle est l'explication dans le Bavli. Alors, Rachid dit qu'Abayot BMTsa, donc il faut faire comme nous on fait Rachid. Et Rabbeinu Tam, il est collègue sur son grand-père, il dit non, les Abayot, c'est pas BMTsa. Bon, ok. Maintenant, dans les Rouchalmi, que le Rabbet Chaim il a reçu, c'est écrit mes fourrages comme le Rabbeinu Tam. Alors, le Rabbet Chaim, il a dit, moi, j'ai jamais mis les films de Rabbeinu Tam, parce que dans le Shulchan Aruch, c'est écrit que celui qui doit mettre des films de Rabbeinu Tam, c'est seulement celui qui est Yireh Shamayim et Rabim. Celui qui a beaucoup d'Yirat Shamayim. Tout le monde reconnaît qu'il a Yirat Shamayim. Lui, il doit mettre le film de Rabbeinu Tam. Les autres, il ne doit pas mettre. Il dit, Rabbet Chaim a dit, moi, je suis pas Yireh Shamayim. Amen, Kenny. C'est quoi? Avec que nous, on n'a même pas un millième de la Yirat Shamayim du Rav Chaim. Bon, ok, il n'a pas mis. Mais lorsqu'il a vu que le Rouchalmi s'est écrit qu'il faut mettre Rabbeinu Tam, il a acheté le Rabbeinu Tam. Sauf que quelques temps après, il s'avérait que tout ce livre-là, c'était un imposteur qui a inventé tout ce livre-là, parce qu'il y avait des masculines. Et en réalité, ce livre-là, c'est complètement faux. Tout était faux. Et alors, le professeur était tellement triste que. Et alors, il lui a dit, bon, maintenant tu ne mets plus Rabbeinu Tam. Il a dit, non, mais c'est pas grave. Donc, j'ai commencé à les mettre. Je ne peux pas les. J'ai le neder de les mettre. Je ne peux pas les mettre. Et de ce moment-là, il a continué à les mettre jusqu'à la fin de sa vie. Donc, de là, on voit que lorsqu'il a fait quelqu'un qui fait un neder, même si c'est pas vraiment pour. c'était c'était pour croire que c'était ça l'explication, malgré tout. Moi, j'ai une autre question. Pourquoi le Yerushalmi, il est très, 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 très difficile à étudier? Alors, très bonne question. C'est presque du miel. Euh, Non, non, vous avez compris, là, vous avez compris. Là. Parce que nous, on a fait une fois Shkalim. Le miel avec un peu d'harissa. Non, mais Alors vous avez voilà, compris. on va expliquer ça tout de suite. Alors, il faut savoir une chose, c'est une bonne question. C'est quoi? L'explication est la suivante. C'est que plus on monte dans les années, on remonte,
et plus le langage des Chachamim, il était presque, on va dire, c'est comme des télégrammes. Le Yerushalmi, il n'est pas dur du tout. Au contraire, le Yerushalmi est très facile. Il est vraiment plus facile que le Bavli. Seulement, c'est l'Ishnak Lila, la Gemara dit. L'Ishnak Lila, c'est comme quelqu'un, il parle, il n'a pas besoin d'expliquer. On n'a pas, nous, quand on doit dire une dracha, on doit expliquer chaque mot, etc. Eux, ils disaient un mot, tac, on comprenait. Synthétique. C'est synthétisé. Au contraire, si quelqu'un qui a l'habitude d'étudier Rouchalmi, il ne peut plus étudier le Bavli. Mamash. Pourquoi? Parce que ça coule, c'est facile. Mais c'est sûr que pour que celui qui n'a pas l'habitude, comme tu dis, c'est des codes, c'est des codes, un mot, un mot, un mot. Comme il disait mon Rosh Shiva, Gadolador, Rav Dov Lando, il disait, dans les Yerushalmi, on ne sait pas. Dans ce qui a écrit un mot, on ne sait pas si c'est le nom d'une personne, c'est le nom d'un endroit, est-ce que c'est une question, est-ce que c'est une réponse ou c'est une histoire, on ne sait pas. C'est tellement synthétisé on perd un petit peu. Hein. Alors, et voilà, deuxième chose. Donc, premièrement, ils ont synthétisé au maximum d'ailleurs, c'est beaucoup, beaucoup plus court que le Bavli. Deuxièmement, c'est qu'ils ont utilisé le Lachon. Alors ça, c'est un peu les grammaticiens, ils ont fait des recherches qu'à l'époque de Yerushalmi, ils ont fait un lachon. C'est pas pareil que l'araméen du Bavli. Parce qu'eux, ils ont un peu mélangé le lachon de Syrie, de Souria. Comme ils étaient sous la domination, sous la domination de la Syrie, Assyrie, pas la Syrie d'aujourd'hui, la Syrie avec un A. C'est le premier temps, pas le deuxième. Et oui, comme c'était l'enseignement du premier temple, tout ça. Le Yerushalmi, c'est qu'ils ont reçu du premier temple. Et donc, quelque part, ils utilisent, d'ailleurs, ceux qui font des recherches dans la grammaire, etc., beaucoup de mots, on retrouve à travers le langage de la série d'époque. Troisième chose qui est encore plus difficile, c'est que le Yerushalmi, comme j'ai dit, c'était un livre qui était assez rarissime. Et aucun des Rishonim, aucun, ni Rashi, ni Tosfot, ni le Rashba, ni le Ritva, aucun Rishon n'a donné d'explication sur le Yerushalmi. Donc on a, après, à l'époque du Gaon de Vilna, c'est-à-dire il y a 250 ans, il y a beaucoup de rabbinim qui se sont mis à donner des explications, à des explications comme le Rashi. Comme le Rashi, ils ont fait un Rashi sur le Bavli. Mais pas pareil. C'est pas pareil. À tel point que le Khazon-Ish, il disait que celui qui veut comprendre le Yerushalmi, il ne faut pas étudier tous les explications qui sont autour du livre. Parce que c'est très. Ça embrouille encore plus que c'est plus clair. Le seul pirouche qu'on a l'habitude d'étudier dans les Shivot, etc., c'est le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, mais le problème, c'est que le Gaon de Vilna lui-même, il a fait pareil que le Yerushalmi. Il a fait vraiment en catimini, très très rapide, etc. Donc voilà comment on étudie aujourd'hui le Yerushalmi, c'est qu'on prend le Yerushalmi avec le pirouche du Gaon de Vilna. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, on a Tézoché, que le Rabbi Kanevski, il a écrit aussi un pirouche basé, qui a expliqué les paroles du Gaon de Vilna, parce que le Gaon de Vilna, il faut vraiment se casser la tête, comme si c'est un Gaon, c'est pas pour rien. Et donc, de cette manière, on étudie, etc. Maintenant, encore une troisième exception qui dit quand est-ce qu'on va faire comme les Rouchami et pas comme le Bavli, c'est lorsque, par exemple, il y a une marloquette dans le Bavli et le Yerushalmi, d'accord, qu'est-ce qu'il fait? Il raconte une histoire. C'est un peu, on revient un peu. Il raconte comme ça, comme une histoire, comment ils avaient l'habitude de faire dans cet endroit à l'époque de Rabbi Yochanan, de Resh Lakish, etc. À ce moment-là, comme le Rouchalmi, c'est pas une marloquette, mais c'est comme un sipour, c'est une histoire. À ce moment-là, on fera comme le Yerushalmi. Tout ça, je vous dis pourquoi ça prend des années pour connaître toutes ces règles-là. Mais si on résume, moi je vous résume un petit peu pour pouvoir, après, Bezrat Hashem, lorsque vous êtes embrouillé, voilà comment il faut faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, des fois, on a
comme j'ai expliqué plusieurs fois, on a des explications variées et diverses dans les Yerushalmi. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Si on a un bon pirouche dans le Bavli, quand on va étudier les Yerushalmi, on va tout faire. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'en vérité, dans les Yerushalmi, ça suit plus ou moins la même structure que la Gemara dans le Bavli. Les mêmes questions, on les retrouve, les mêmes réponses, on les retrouve. Pas tout, beaucoup plus condensé, concis, mais on les retrouve. Donc, si on a euh, on a une explication dans le Yerushalmi qui n'est pas claire, alors on va se baser cette fois-ci sur le Bavli pour donner la vraie explication du Yerushalmi. Vous comprenez ce que je dis? Pour faire en sorte, pour faire en sorte qu'il y a... Maintenant, il y a encore une exception. Une exception que toujours la race est comme le Yerushalmi et pas comme le Bavli. C'est quel cas? C'est lorsque le Yerushalmi, il y a un sixième du Yerushalmi, c'est quoi? On va dire qu'il n'y a qu'un cinquième, mais parce que le sixième, on l'a perdu, mais c'est Zraïm. Tous les halachot de Zraïm, c'est-à-dire les halachot de Dmaï, de Trouma, de Maaser, de Chala, Maaser Sheni, Kilaïm, etc., etc., la halacha, c'est toujours comme le Yerushalmi. Pourquoi? Parce qu'en Babylonie, ils ne faisaient pas les halachot de Trumot ou Maasrot. Il n'y avait pas ça à la chôte. Alors que ça n'existait pas. Ils n'étaient pas concernés. Ils n'étaient pas concernés. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de Gmarot qui en parlent, mais ce n'était pas leur, on va dire, leur priorité. Alors que Yerushalmi, et d'ailleurs le Yerushalmi, si on fait la quantité, si on va partager combien il y a dans le premier Seder et combien il y en a dans les quatre autres qu'il y a, le premier Seder, il fait presque 50% des quatre autres. Ça veut dire que si on avait retrouvé les Kodachim, il aurait eu la priorité par rapport au Bavli. Ah bah, évidemment. C'est ça. Que c'était concerné. Ah ben oui, mais on l'a perdu. C'est pour ça que le Rafet Chaim voulait à tout prix les retrouver, parce qu'il y a tellement de marloquettes dans, on va faire Zvachim, Menachot, Bechorot, Achim, Tumura, on va se perdre là-bas. Alors que Yerushalmi, tac, ça va yachar. Est-ce qu'on sait qui sont les derniers à avoir eu accès à ces six livres de Jérusalem? Parce que Dans de le savoir, deuxième, on ne sait pas. On ne sait pas quand est-ce qu'il a été perdu. On estime que le jour où Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan, il était, comme j'ai expliqué, était 200 ans après la destruction du temple, et à ce moment-là, c'était encore sous la domination romaine, et on estime que malheureusement, le Yerushalmi, cinquième, c'était le cinquième, on va dire, il y en a six, mais c'était le cinquième, parce que Kochim Tarot, numéro 5, elle a été perdue juste après l'avoir écrit. C'est pour ça qu'on ne retrouve aucun écrit, aucun chidouche du Yerushalmi, de Kochim, dans aucun rap. On sait qu'il y avait, mais il n'y a pas de chidouchim. On ne sait pas qu'est-ce qu'il dit. On ne sait pas qu'est-ce qu'il dit. D'accord? Maintenant, ok, maintenant, il faut savoir une chose. Alors, comme rappelez-vous la semaine dernière, rappelez-vous la semaine dernière, on avait parlé qu'il y avait beaucoup d'autres, à part le Bavli ou Shalmi, il y avait encore beaucoup d'autres livres. Bon, par exemple, on va prendre un exemple. On a dit qu'il y avait la Tosefta. On a dit qu'il y avait le Zohar. Encore beaucoup de livres, on a vu. Si vous vous rappelez, on avait une dizaine de livres que nous avons cités. Maintenant, il y a aussi des règles. Par exemple, si on a le Yerushalmi, et d'un côté le Zohar. Et il y a beaucoup de fois des marloquettes entre les Yerushalmi et le Zohar. Il n'y a pas de Bavli. Évidemment, tout ce que je viens de dire, c'est quand il y a un Bavli. Mais lorsque le Yerushalmi dit des choses et le Bavli dit rien du tout, c'est sûr que ça la race comme les Yerushalmi. Parce que c'est pas parce que le Bavli ne l'a pas écrit que c'est contre les Yerushalmi. L'absence de la race, ça ne veut pas dire que je suis contre ce que a dit le Yerushalmi. Donc c'est sûr que la race Yerushalmi. Maintenant, lorsqu'on a Yerushalmi contre le Zohar, eh ben, le chidouche est que la halakha, c'est comme le Yerushalmi et pas comme le Zohar. Pourquoi? Rien que le Zohar Kadosh, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai qui l'a écrit, mais c'est toujours la même règle. Parce que Rabbi Yochanan, c'est vrai qu'il ne fait pas le poids devant Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est machlo. Mais comme il était batraé, donc c'est lui qui gagne. Donc c'est pour ça, toujours la halakha, c'est comme le Yerushalmi contre, même si ça va à l'encontre du Zohar. Et Bavli Zohar. Alors, Babli Zohar, c'est aussi, on a vu la semaine dernière, on a dit la semaine dernière, c'était comme le Babli. Maintenant, il y a le chidouche que je vais vous dire ce soir, c'était Babli, Yerushalmi
et la Tosefta. On a vu que la Tosefta, c'était Rabbi Oshaya et Rabbi Chia. Ils ont écrit ce qu'on appelle la Tosefta qui se retrouve à la fin de la Gemara. Il y a ce qu'on appelle la Tosefta. Et la halacha veut que lorsqu'on a une marloquette entre Yerushalmi et Tosefta, d'accord, la halacha, c'est comme la Tosefta. C'est après. Oui, oui, c'est la halakha, c'est comme la Tosefta, c'est comme Rabbi Chia lui-même, qui était bien après Rabbi Yochanan, et la Tosefta, elle va plus fort que le Yerushalmi. D'accord? Maintenant, la dernière chose que je voulais vous dire au sujet, et après on en parlait dans le Midrashim, parce que aussi dans le Midrash aussi, il faut savoir comment on introduit un Midrash, on entend des Drashot, le Midrashidi, il faut connaître un peu les règles de ce Midrash, on ne sait plus où ça en est. La dernière halakha que je vais vous dire, ouais, c'est que le Yerushalmi, il a une force incroyable, c'est que quelqu'un dans ce monde-là, il ne peut pas quitter ce monde sans avoir traversé le Yerushalmi. Pourquoi? Parce que on dit que le Yerushalmi, c'est la neshama, c'est un peu kabbalistique, mais comme ça s'écrit dans le Shlach Kadosh et d'autres mefarshim gdolim, ils disent c'est un peu comme le nefesh et le roi. Ça veut dire, quand on étudie la Gemara, c'est comme le nefesh. Quand on dit le Rouchalmi, c'est comme le roi. C'est encore plus haut dans l'âme. Il y a plusieurs niveaux. Et le Rouchalmi, c'est quelque chose de très. C'est pour ça que le Stapler, toute sa vie, son leitmotiv dans sa vie, c'était d'écrire un pirouche sur les Rouchalmi. D'ailleurs, il a commencé à l'écrire. Seulement, je ne sais pas pourquoi, il a écrit énormément, mais pas assez. Et son fils, qui est venu derrière lui, le rapport Genevski, il a terminé l'écriture du Pirouche sur le Rouchalmi. Et grâce à ça, on peut aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, aujourd'hui, il y a beaucoup de yeshivot, de kolélim, comme il y a d'Afayomi dans le Bavli. Michael, ça suffit. 60. Non, mais ça suffit, le Bavli, ça change. Tu peux faire le Rouchalmi. Hein? Je l'ai fait une fois avec Shekel. Ah, d'accord, je connais. D'accord, Ok. parce que ça fait partie d'un. Et voilà. Donc, voilà la première partie. Deuxième partie, à votre taille, je vais vous donner les règles du Midrash. Alors, le Midrash, je vais vous donner 5 règles pour que vous sachiez 5 règles. Premièrement, il y a la première règle, c'est un les medim alacha mina Midrash. On ne peut jamais apprendre une alacha, même si elle est écrite dans le Midrash. Alors, pourquoi? Ben, c'est très simple. Parce que le Midrash, Midrash Rabbah, Midrash Tanhuma, tous les Midrashim il y a des dizaines et dizaines de Midrashim, comme on a ramené la semaine dernière. Et donc, tous ces Midrashim-là ne sont pas là pour donner la halakha, mais pour interpréter les versets suivant, pas le pshat, d'après ni le remez, mais d'après le drash. Rappelez-vous le pardes. Donc, comme ils sont là maintenant, leur leitmotiv, c'est pas de rentrer dans la halakha, mais pour nous donner une explication, euh, euh, une, Éligible. une explication qui nous parle et qui est sympathique et qui nous donne beaucoup de Yirat Shamayim, de Havat Hashem, etc. Donc, allez, mais il y a des exceptions. Première exception, c'est quand est-ce qu'on dit que elle est médim à la Mina Midrash, c'est seulement si on n'a pas lorsqu'on a une preuve inverse dans la Gemara ou dans le Rouchalmi. Alors à ce moment-là, on dit non, alors le Midrash Tam, il est venu nous dire, comme ça une histoire, un sipour, une dracha, etc. Mais lorsque on n'a pas de contradiction formelle dans les autres textes de la Gemara, du Bavli, du Rouchalmi, on peut être possèque que la lacha, c'est comme la lacha que se trouve dans le Midrash. Maintenant, ce qui est intéressant de noter, c'est un peu comme le Rouchalmi. Si le Midrash raconte une histoire, ou un minag. Il nous raconte une histoire. C'est à l'époque de ce Tana, de cet Amora,
Rabbi Tanchuma, Rabbi Oshaya, tous ces rabbinim. Ils racontent une histoire, comment ça s'est passé. Par exemple, on apprend beaucoup de halachot du Midrash. Par exemple, comment on fait Birkat Amazon. Mais il y a pas écrit dans la Gemara autre part. Encore une fois, tout ce qu'on dit lorsqu'il y a une contradiction entre deux textes. Mais lorsque le Midrash raconte des halachot, qu'on n'a pas de contradiction de nulle part, dans ce cas-là, l'halacha, c'est comme le Midrash. Et grâce à toutes ces règles-là, on peut répondre. Je n'ai pas le temps parce que chaque règle que je vous donne, je peux vous donner des exemples, mais c'est trop long pour pouvoir faire ça. Mais c'est très intéressant de voir comme ça, dans chaque exemple, chaque règle, on peut trouver 5 exemples, 6 exemples, et ça concrétise beaucoup mieux notre propos. Mais voilà, Bezrat Hashem pour une prochaine fois, Bezrat Hashem. Maintenant, encore une fois, maintenant on a un petit peu une solution, un problème. Je vous pose la question. Si vous avez bien suivi ce que j'ai dit, vous pouvez trouver la réponse. S'il y en a une marque entre le Midrash et le Zohar, Zohar, c'est un Midrash. hein? Zohar, c'est un Midrash. Hein? Le Zohar, c'est un Midrash. Quoi? Le Zohar, Le Zohar. Non. c'est un Midrash. Non, Midrash et le Zohar, Zohar. c'est la halakha. Il donne la halakha, c'est son objet. Alors que le Midrash est d'interpréter. Quand on a une marque entre le Zohar et le Midrash, qu'est-ce qu'on fait? Midrash, après. Zohar. Hein? Hmm? Zohar. Non. Non. Je vais vous expliquer encore une fois. Halakha et Batrae. Rabbi Shimon Ah Yochai, oui, c'est un le Tana. Zohar, c'est au début. C'est un C'est le Tana. Midrash après. Lui, c'est un Tana. Les Midrashim, c'est des Amoraïm. Donc, Il y a- sauf, il y a un Midrash qui a été écrit par un Tana qui s'appelle Pirkei de Rabbi Eliezer. On a vu la semaine dernière. Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer ben Horkenus. Alors là, oui, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Eliezer ben Horkenus, Achakar Rabbi Shimon. Pourquoi? Rappelez-vous, on avait amené ma requête, Rachid Tosfot. Hein? Bravo, Chamouté. Qu'est-ce qu'il a dit, Rachid? Il faut répéter, il faut réviser, Raboda. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi, Chamouti? Bravo! Félicitations. Rachid dit, Chamouti, ça veut dire qu'il fait partie du Beth Shammai. Mais qu'est-ce qu'il dit Tosfot? Pourquoi la lacha, c'est pas comme Rabbi Eliezer ben Horkenus? Alors il dit non, parce que chamouté, ça ne veut pas dire chamaï. Parce que sinon, on ne devrait pas dire chamaï, on dit, parce qu'on l'a mis en nidouille. Non, non, il dit, c'est quoi l'explication de chamouté? Ça veut dire Il que. pense Hein? comme Beth Shammai. Non, 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 pas il pense. Mais oui, non, c'est sûr qu'il pense comme chamaï. Non, on a dit que c'est quoi? Parce que lorsque, par contre, pourquoi à la race, c'est pas comme ça? Parce que on avait mis Rabbi Eliezer en nidouille. Pourquoi? Parce que il a été cholek contre son camarade Rabbi Yehoshua et il était cholek sous les Chachamim qui ont dit, rappelez-vous le Tanour chez l'Arkanaï, donc il y avait une marloquette, est-ce qu'il était Tahor ou il était Tamé? Je vous rappelle que c'est quoi c'était un Tanour qui a été coupé en lames et après on a mis de la terre glaise et on l'a recollé. D'après Rabbi Yoshua, eh ben, la Touma, elle n'est pas partie. Et Rabbi Eliezer, il dit que la Touma, elle est Tahor. Et donc, il y avait une marloquette. Et Rabbi Eliezer, il a fait 3 signes, 3 miracles. Et il y a eu un bas de col qui a dit que la lacha c'est comme Rabbi Eliezer. Et malgré tout, Amad Rabbi Sharerga, Amar Lava Shamaimi. Et donc, la lacha, c'est comme. Et comme Rabbi Eliezer, il n'a pas fait marche arrière. Il a dit, quand même, je continue à dire que c'est Taor. Je continue à dire. Alors que la vache il a été cholek sur. Alors les Hamim, ils l'ont mis en idouille. Et comme ils l'ont mis en idouille, la lacha, c'est pas comme lui. Donc quand il y a le Zohar et Rabbi Eliezer ben Horkenus, la lacha, c'est comme le Zohar. Mais lorsqu'il y a le Zohar et le Midrash, parce que les Midrashim, en Bota, il faut savoir que les Midrashim ont été écrits par les Amoraïm. D'accord? Par exemple, Midrash Tanchuma. C'est quoi Midrash Tanchuma? Il y avait un Amora qui s'appelait Rabbi Tanchuma. D'ailleurs, tous les tous les Midrashim, de là on apprend. Alors, tous les Midrashim, il faut toujours regarder le premier mot du Midrash, et de là on apprend que le Baal HaMechaber du Midrash, il a dit en remèze son nom, parce que Rabbi Yehuda Chassid, bien après, il a dit que toujours quand quelqu'un écrit un livre, il doit toujours écrire son nom dans le livre, dans le nom du livre, il doit être méramé son nom.
C'est qui a dit ça? Rabbi Yehuda Chassid. Rabbi Yehuda Chassid, c'était celui c'était à l'époque, c'était un des rabbinim de Rashi. Vous avez dit que la première règle, un lomdim halacha et un midrash. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'objet du midrash, ce n'est pas son objectif, ce n'est pas son Exactement. travail de faire la halacha. D'accord. Ce n'est pas le cas du Zohar. D'accord. Le Zohar, en grande partie, il y a de la halacha derrière. Donc, Ah. il a été conçu par rapport à ça. Donc, Oui. pourquoi, quand il y a l'un contre l'autre, voilà. Alors, je vais vous expliquer. Quand un les médim halacha min midrash, mais lorsque le midrash dit une halacha qui ne pas, qui n'est pas mentionnée autre part que dans le midrash, la halacha c'est comme vu le midrash. Comme par exemple, il raconte une histoire. Voilà, ils étaient assis les chachamim ensemble et ils ont décidé d'où est-ce qu'on apprend par exemple que d'où est-ce qu'on apprend que comment on fait comment on sert, comment on fait le mizoug du vin. On apprend ça d'un midrash. Mais il n'y a pas écrit dans la Gemara comment on fait. Mais le midrash il le dit. Alors si maintenant le Zohar HaKadosh il nous dit que il faut faire tous les jours Zimoun Bekos et dans le midrash il y a écrit que rien que Shabbat, ben, la halakha, c'est comme le midrash. Parce que la halakha est batré. Parce que Rabbi Tanchuma, il a étudié le Zohar. Alors que le Zohar, il n'a pas étudié Rabbi Tanchuma. Voilà. Maintenant, alors maintenant, le plus difficile, c'est une colle. Lorsque on a Yerushalmi et le Midrash, Ça serait le Midrash, ça, d'après le truc. Ah non, mais ça, c'est le Yerushalmi. Yerushalmi, c'est Bataille. et voilà, c'est halakha qui est batré, mais seulement le problème, c'est que Rabbi Yochanan, il est batraé. Et parce que oui, 200 ans après le Chomat Beth Amikdash, et le Midrash, tous les personnes, tous les Amoraïm qui ont écrit le Midrash, c'était des contemporains de Rabbi Yochanan. Donc on ne peut plus utiliser la règle de la Gebatrae. La Gebatrae, c'est quand le Bavli et Yerushalmi. Il y avait 100 ans de différence. 100 ans de différence. Toi, Abaye et Rava, ils sont 100 ans après Rabbi Yochanan. 100 ans. Pas un jour. 100 ans. Ravina, Raviachi, Rafapa, tout ça, ils sont 100 ans avant. Donc la Lara, comme le Bavli. Mais lorsqu'on a Midrash Tanchuma, Midrash Rabbah contre le Yerushalmi, c'est les mêmes. Rabbi Tanchuma, il habite en Israël. Il était le contemporain de Rabbi Yochanan. Alors qu'est-ce qu'on va dire? La Lara, c'est comme Yerushalmi. Pourquoi le Yerushalmi, qu'est-ce qu'il a? Il n'est pas plus battraï que les autres. C'est pour ça, dans ce cas-là, c'est vraiment. Il n'y a pas. Tikou. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse parce on arrivait dans le, voilà. Donc après, il faut trouver des preuves. Il faut trouver des preuves. C'est qui gagne. Alors, comment on fait pour trouver des preuves? Alors, on a ce qu'on appelle le Gan de Vilna. Et le Gan de Vilna est beaucoup trop fort. C'est ça tout son rôle dans tous ces pirouchim qu'il a écrit sur le Niglé, à part tout ce qu'il a écrit sur le Nistar, on n'en parle pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive à dénicher derrière les fagots, derrière les mots, etc., une preuve d'un endroit, de l'autre, etc., etc., pour voir comment le Bavli qui était après le Rouchalmi et après le Midrash, comme qui il a été possèque. Et c'est ça qu'il faut être un Gaon. C'est ça le travail du Gaon de Vilna, c'est de trouver des sources qui sont invisibles, entre guillemets, à l'œil nu, je dis, hein, il faut prendre vraiment un microscope pour trouver les preuves. Et c'est un limoud incroyablement intéressant, parce que des fois, on passe 50 fois sur une Gemara, on la connaît par cœur, et on ne fait pas attention que derrière cette Gemara, il y a écrit exactement le psa qui contredit le Bavli, le Rouchami avec le Midrash. Voilà. Donc, à mener un exemple, mais on va faire maintenant, puisqu'il nous reste encore 10 minutes, encore sur Rashi et Tosfot. Alors, je veux là, donc c'est ça les 5 règles. Maintenant, Rashi et Tosfot, j'aurais voulu vous donner aussi 5 règles. D'abord, Rashi, vous savez, le Rashi de Rashi, c'est Rabbi Shlomo Yitzhaki. Mais en vérité, son père, il ne s'appelait pas Yitzhaki, il s'appelait Yitzhak. Il ne s'appelait pas Yitzhaki, il s'appelait Rabbi Shlomo ben Rav Shlomo, Rabbi Yitzhak. Rashi, c'est Rabbi Shlomo ben Yitzhak. Mais on a condensé son nom, on a fait Rashi. Et donc, et lui, Rashi, comme vous savez tous, il descendait de la dynastie de Rabbi Yochanan à Sandlar. Et lui, il était de descendant de Rabbi Udanassi,
qui est lui-même le descendant de Hillel, et qui est lui-même descendant de David Ameller. Donc en vérité, tous les chassidim et tous les qui sont de l'Irous, s'ils arrivent jusqu'à Rashi, waouh, comment ils sont heureux, parce que celui qui arrive à se raccrocher à Rashi, c'est Rashi, donc il est sûr il descend de la dynastie de David Ameller. Bon, maintenant, évidemment, Rashi, il faut savoir, Rashi, c'est Parshandanta, ça veut dire c'est sans Rashi, on peut dire haut et fort que personne aurait rien compris dans la Torah. C'est Parshandanta, ça veut dire c'est lui qui nous a ouvert les yeux pour tout dans la Gemara. Parce que Rashi, il a écrit, à part le Rashi sur le Chumash, sur la Gemara, sur le Navi, Rashi, il a fait des tchouvot. Sans Rashi, on serait vraiment, vraiment perdu. Imaginez-vous, essayez un jour d'étudier une Gemara sans Rashi, vraiment, vous allez vous casser la tête et on resterait très, très flou de l'explication, alors que Rashi a tout expliqué. Mais pour ce faire, Rashi, il a été, comme ça s'écrit, le Rabbi Yitzhak, son petit-fils, il raconte que Rashi, il a jeûné 613 taniot, retsufot, chaque jour. 613 jeûnes, en sautant Shabbat, Yom Tov, Rosh Chodesh, Hanouka, Purim, mais il a jeûné 613 jours consécutifs, sauf les Yamim Tovim, les Shabbatot. Hein? Il mangeait. Oui, ce soir. Chaque jour, il mangeait. Et avant de commencer le pirouge. À tel point que Rashi, après Saptira, comme ça s'écrit dans le Sefer du Chida, il est venu en rêve à son petit-fils qui s'appelle le Rajbam. Et il lui a dit, maintenant, je vais t'apprendre quelque chose. Tu connais tout, c'était son petit-fils, il lui a tout appris, toute la Torah. Il y a une chose que je t'ai pas appris. Je n'ai pas appris les sodotes du Shem Havaya. C'est ça que je n'ai pas voulu te dire. Parce que je ne sais pas si j'avais le droit de je sais pas si j'avais le droit de te dire. Mais maintenant, je suis monté dans le ciel. Donc, c'est-à-dire que toute la Kabbalah, parce que il faut savoir une chose, que les Rishonim, bien que beaucoup de Rishonim n'avaient pas le Zohar, ils ne connaissaient pas tout ça, ils n'avaient pas ces livres, mais ils avaient ce qu'on appelle le Sefer Yetzira. Dans le Sefer Yetzira, en réalité, c'est le Sefer qui Miuchas Avraham Avinu. Et dans ce Sefer Yetzira, celui qui étudie bien, bien, bien le Sefer Yetzira, en réalité, il connaît tout le Zohar, parce que tout est écrit là-bas. On met Bemash hein? Le Rochamier du Zohar. Exactement. Bravo. C'est le Rouchalmi Zohar. En tout cas, Rashi, donc il a écrit, d'ailleurs, Rabbeinu Tam, il a dit que moi, je peux faire comme mon grand-père sur la Gemara, mais faire comme mon grand-père sur le Chumash, ça, je ne pourrais jamais faire. Il est trop fort. C'est vrai que aujourd'hui, les talmudistes, ils ne font pas tellement attention à ils étudient, mais pas à Be'ioun autant que le Rashi dans la Gemara. Mais en réalité, le Rashi dans le Chumash demande. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que on a fait des études approfondies pour savoir quel est le livre qui a été le plus commenté parmi tous les Rishonim. Et on est Nimnu Gavru que c'était le Rambam. Rambam, son livre, il a été le plus commenté. Sauf que le Chida, il dit, en fin de compte, on a recalculé, en vérité, c'est Rashi qui a été expliqué encore plus que le Rambam. Donc Rashi était son Rav qui était Rabbi Yaakov Ben Yakar, et j'ai eu le mérite d'aller, parce qu'il est sur sa tombe, il est enterré à Mayence, c'est une ville en Allemagne. Je suis allé sur sa tombe, vraiment. Bon, malheureusement, il ne reste pas grand-chose de sa tombe parce que les Allemands, ils marchaient main, ils ont tout détruit, mais c'était l'endroit où il était enterré. Ça, il y a un truc. C'est pas la tombe du Rachid. Hein? C'est quand même fou qu'on ne connaisse pas. On n'est pas la tombe de Rashi. On n'est pas Rashi. Donc Rashi, pour bien comprendre, il était 100 ans avant le Rambam. 100 ans avant le Rambam. Donc quand on voit, alors c'est pour ça que a priori, 100 ans avant le Rambam. Mais il y a une règle, et c'est la première règle qu'on a à apprendre ici. D'accord? Une première règle que nous allons apprendre, c'est que Rashi, c'est pas un posek. On ne peut regarder dans le Bet Yosef, dans le Halacha, jamais on va
compter Rashi parmi un des poskim. Lorsqu'on va faire, on va essayer de savoir qui la lachae, on va dire voilà, Tosfot dit comme ça, le Rashba, le Ritva, le Ramban, que Yosef, tous ces Rishonim, Rashi compte pas. Rashi compte pas. Il y a des exceptions. Hein? Attends. Il compte pas. Pourquoi? Parce que Rashi n'a pas écrit un livre pour faire la lacha, il a fait un livre pour comprendre la Gemara. Sauf, comme tu dis, Eddie, il y a une Masechet où Rashi, il a écrit un pirouche que de la halacha. Et cette Masechet, elle s'appelle Masechet Roulin. Parce que dans Masechet Roulin, Rashi, il a écrit son livre que de la halacha. Et d'ailleurs, après chaque sugya, Rashi dit ou la halacha. Alors que Rashi ne parle jamais d'halacha, jamais il parle de la halacha, mais malgré tout, dans Masechet Roulin, il a écrit. Il faut savoir que Rashi, il a écrit 3 fois son pirouche. On a Madura Kama, Madura Batra, Madura Tlita'a. 3 fois, il a écrit tout il a écrit, imaginez-vous un peu. Moi, je n'arrive pas à me rendre compte, mais comment on peut écrire 3 fois Rashi? Et ce qu'on a nous aujourd'hui, c'est le numéro 3. Mais avant le numéro 3, il y avait le numéro 2, il y avait le numéro 1. Et où ils sont ces livres-là? Ces livres-là, on les retrouve dans la Shita Mekubetset. La Shita Mekubetset, On parle du commentaire du Chumash ou non, de la Gemara. Alors pourquoi certaines Masertot, il est remplacé par le Ran? Alors, très bien. Alors, très bien. Une seconde. Donc, il a écrit trois Pirushim. Il a écrit 3 fois. Où on les retrouve, les 2 premières? On les retrouve dans la Tzitam Kumetzet. C'était qui? C'était le Rav du Harizal. Il s'appelait Rabbi Tzalel Ashkenazi. Il habitait en Mitzrayim, en Égypte. À Alexandrie, il habitait là-bas. Et donc, lui, il a retrouvé les premières feuilles de Rashi et les a écrits là-bas. Et quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est on peut pas, celui qui veut vraiment comprendre la Gemara, il est obligé de voir comment Rashi, il a réfléchi. Parce qu'il faut voir une chose. Je vous donne un règle. Quand Rashi dit Klomar, ou bien quand Rashi dit Pirouche, rappelez-vous, Klomar, ça veut dire Colmar. Non, Klomar, ça veut dire Koulomar. Koulomar. C'est tout très, très mar. C'est amer. Sans mon pirouche, c'est Koulomar. Ça veut dire que Rashi, quand il dit pirouche, ou bien il dit Klomar, ça veut dire quoi? C'est qu'il veut, Kaviachol, il veut évacuer une mauvaise explication. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans Rachid? Pourquoi il dit ça? Je ne comprends pas pourquoi il dit ça. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre explication pour pouvoir maintenant la dégager et trouver la bonne explication? Réponse, on regarde Rachid Mekubetset. Et on voit comment Rachid avait expliqué au premier. Et après, il a dit non, c'est plus comme ça. C'est le deuxième, troisième. De cette manière, on voit comment les choses. Mais il faut savoir une chose, que aujourd'hui, les grands Me'aïnim, ils savent une chose, que chaque mot de Rachid n'a jamais écrit un mot En trop. en trop, oui, et un mot qui n'est pas nécessaire. C'est comme le Rambam. Il faut savoir une chose, dans Rachid, il y a deux, on va dire, il y en a 3. Il y a le Rachid, il y a le Rambam, avec un même à la fin, et il y a le Ramban. Ces 3 Rishonim, on étudie leur pirouche comme dans la Gemara. C'est-à-dire, quand tu dis Rambam, c'est comme tu dis la Gemara. Quand tu dis le Ramban, le Nachmanide, c'est comme si tu dis le Rambam. C'est comme si tu dis une Gemara. C'est pas le Ran, tu le lis vite, le Ritva, tu le lis vite, le Nigel Yosef, tu peux dire, etc., des tonnes et tonnes de Rishonim. Mais Meiri, tu vas très vite, ça se lit, ça se lit. Mais quand tu fais ces 3 grands Rishonim, Tosfot, il est plus. Alors, on va arriver dans quelques instants au Tosfot. On va arriver dans ça. Donc, et maintenant, il faut savoir une chose. Quand il y a Rashi et Rabbeinu Tam, la lacha, alors, à part, vous allez trouver le cas des tefilines de Rashi et de Rabbeinu Tam, c'est Rashi, mais vraiment, c'est le cas, c'est vraiment l'exception. Parce que quand il y a Rashi et Rabbeinu Tam, 90%,
pour pouvoir dire plus que ça, c'est la race qu'on va mener. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, à la Hagabatrae. Maintenant, comme il a dit Michael, il y a des macertotes dans le chasse où il n'y a pas de rachis. Pourquoi pas de rachis? Soit des fois parce que le pirouche a été perdu, soit que Rashi n'était plus vivant. Par exemple, il y a ce qu'on appelle Maseret Nazir, Maseret Nedarim, Maseret Meila, Maseret Ta'anit, Maseret Babatra à partir du Daf Kaftet. Tout ça, ça a été, malheureusement, Rashi n'apparaît pas. Et dans ma cote aussi une partie. Et vraiment, quand Rashi n'est pas là, on pleure un peu parce que quand on voit Rashi et Rabbeinu Tam et Rashbam dans Pavatra, on dit, il ratson que pourquoi Rashi n'a pas vécu encore un jour, il nous aurait fait encore quelques dapim de Gemara. Bon, mais qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, euh, alors encore Après, 2 minutes. Je vous donne encore 5 explications sur Tosfot. Comme ça, on a fait Rachid Tosfot. Il a écrit 3 versions. On peut supposer que les 2 premières versions, il a tout fait. Et que la troisième version, bah, il n'a pas eu le temps de la faire sur Baba Batra, sur Nazir, Nedari. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a plus. Et donc c'est son petit-fils, le Ram, qui Oui, l'a fait. pourquoi on l'a pas imprimé la première version, la deuxième version? Non, mais je te pose la question. Non, il l'a pas fait du tout. Ah, d'accord. Il avait, parce que, comme je vais expliquer maintenant, je vais vous expliquer comment ça marchait. Donc après, on va parler, c'est clair dans votre esprit? Dans vite rapidement encore 5 explications, 5 klalim dans Tosfot. Bon, il faut savoir une chose que Tosfot, c'est quand on dit le mot Tosfot, c'est vraiment, Tosfot, c'était une période qui a duré 150 ans. Il y a eu des Tosfot, il y a eu c'est incommensurable. Il y avait des centaines de balais à Tosfot, centaines de balais à Tosfot. C'est pour cela que, par exemple, on ne peut jamais poser une question d'un Tosfot contre un Tosfot. Pourquoi? Parce que c'est pas les mêmes auteurs. Par exemple, dans Maseret Yevamot, depuis le Perek Aïcha Rabbah jusqu'à la fin, et depuis le début jusqu'à Aïcha Rabbah, c'est pas les mêmes Tosfot. Il y a tellement de marloquettes entre le début de la Maseret et la fin de la Maseret. Et tout le monde pose la question. Déjà, le char, il pose la question, il dit, mais ça contredit. Dans Daf, Zain, il y a écrit comme Tosfot. Et dans Daf, Kouf, c'est écrit le contraire. Sauf que c'est pas les mêmes. Et donc, on a plusieurs auteurs qui ont. Alors, comment ça s'est passé? Ça répond à ta question. Comment ça marchait? Ça marchait comme ça. En vérité, Rachid et Tosfot, comment ils faisaient? Ils donnaient un chiot et autour de lui, il y avait comme ça des dizaines, des dizaines d'élèves. Et lorsqu'ils donnaient le cours, chacun écrivait le cours du Rav. D'accord? Et comment ça marchait? Écoutez bien. C'est que le Rav, il était là, comme Rabbeinu Tam était là, et il y avait autour de lui plein d'élèves, comme le Bala Trouma et tous les élèves de Rabbeinu Tam, le Rabbi Eliezer Metz, ils sont tous là. Et lui, et chacun des élèves, il était bâti dans une maseret. Il y en a un qui est Maseret Brachot, Shabbat, Eruvin, Psachim, Yuma, etc. Chacun, enfin. Alors le Rav, il disait, il expliquait la Gemara. Alors il disait la Gemara, il dit stop, Rav, dans Masechet Bava Batra, c'est écrit autrement. Et quel était le rôle du Rav? C'était d'être Miyachev la question de son élève. Et c'est pour ça que vous voyez dans Tosfot, Mim Tomar, alors qu'on a appris dans Maseret tel, ouah, Maseret Héros. Moi je suis ici, je étudie Maseret, Babakama, il me pose une question de Maseret Vachim. Quel rapport? Parce que lui, il a amené Zvachim, et le Rav, qu'est-ce qu'il doit faire? Il connaissait tellement bien tout le chasse, il était cholette sur tous les sujets. Et donc, son rôle, c'est de quoi? Dire, non, ça, c'est pas pareil. Non, Vesh Omar, c'est pas pareil. Ça, c'est pas, ça ressemble pas. Ça, c'est ici, de cette manière-là. Et donc, après, tous ces enseignements ont été écrits. Et après, il y avait des écrivains. Parce que chacun, il écrivait mais ce n'était pas clair. Alors, on a eu des grands écrivains qui ont pris tous ces réponses et les ont rédigées d'une manière beaucoup plus claire et facile. Par exemple, on a à Touk, on avait Rabbi Eliezer Mitouk, qui était un grand écrivain et qui a écrit énormément. Il a pris tous les Tosfot et il les a écrits d'une manière. Et on a un autre, par exemple,
et qui était aussi le Rabbeinu Peretz. Rabbeinu Peretz, c'était aussi. Et c'est pour ça que des fois, on a des Tosfot qui sont faciles. Il y a des Tosfot qui sont très difficiles. Comment c'est possible? Par exemple, un exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, vous étudiez Maseret Avodah Zarah, vous allez voir que Tosfot, on le lit, on dit, mais c'est pas compris, c'est pas Tosfot, ça, on dirait c'est un ran, c'est facile comme tout. Alors que si vous étudiez Maseret Bava Kama, chaque mot Tosfot, vous allez devenir fou. Qu'est-ce qu'il raconte? On ne comprend même pas la question, on ne comprend pas la réponse. C'est très concis. Réponse, ça dépend qui c'est qui a rédigé. Alors, Rabbi Eno Peretz, c'était le, on va dire, le Hal-Scroll le Hal-Scroll d'époque. Il expliquait vachement bien, facile, tout, tac, tac. D'ailleurs, quand vous trouvez un Tosfot qui est facile, sachez que c'était Rabbeinu Peretz. Lorsque vous trouvez un Tosfot plus difficile, alors il y en avait deux. Un, c'est le Balatroumot, qui était l'élève du riz. Et le deuxième, c'était, comme j'expliquais, Abizam Mitor, ils appellent ça, mais en fait, c'est tout à côté de Deauville. Lui, il les faisait, par exemple, Maseret Nida, qui sont qui est une macérette difficile et Tosfot très difficile. Alors, c'est Balatrouma qui a écrit ça et c'est très difficile à comprendre qui dit ça. Encore un point, vous me permettez, attendez un instant, encore un point. On a une chance incroyable. C'est qu'on a un livre que personne n'utilise, malheureusement. C'est qu'à la fin de la Gemara, il y a ce qu'on appelle Piskat Tosfot. Pisqué à Tosfot. Une feuille, une feuille, une feuille. Tu peux amener, tu peux amener une Gemara, une vraie Gemara, pas avec tout ça. Par Bakama, par exemple, il y a ce qu'on appelle Pisqué à Tosfot. Alors, Pisqué à Tosfot, c'était aussi un des Rishonim qui s'appelait le Rash Mi-Sens. Sens, c'est à 150 km de Paris. Et lui, il a été Messakem, il a rédigé, très bien, il a rédigé le résumé du Tosfot. Le résumé du Tosfot se trouve dans ça. Alors ça, c'est très, très important parce que on a beaucoup de difficultés de savoir quelle est la règle, comment on peut savoir c'est quoi la halakha d'un Tosfot. Parce que Tosfot, en général, dit un tirout, deux tirout, on ne sait plus où on en est là. Et des fois, ça contredit, etc. Alors que à la fin de la Gemara, il y a ce qu'on appelle Piskat Tosfot. Dans les Piskat Tosfot, on voit qu'il a été, il a été posek, l'halakha. Et ce qui est intéressant, c'est que des fois, dans ce Piskat Tosfot, on a des halakhot, mais on regarde Tosfot, il n'est pas écrit. Réponse, c'est qu'en réalité, c'est qu'il manque un Tosfot. Que le Rach Mitzans, Mitzans s'appelle Sens, mais c'est Sens ici à Paris, il avait ce Tosfot. Et chez nous, il n'y a pas ce Tosfot-là, n'apparaît pas. Mais lui, il a quand même rédigé dans le psakim de Tosfot comment ça marche. Et grâce à ça, euh, c'est incroyable. Plus on avance et plus on ne trouve pas. Tous les nouveaux livres, on fait tellement bien qu'on ne sait même plus où sont les choses qui étaient avant. Ils ont enlevé les choses qui étaient avant, ils ont ajouté. Bon, en tout cas, regardez à la fin de la Gemara, vous allez voir ce qu'on appelle Piskat Tosfot de cette manière-là. Et dernière chose, et on s'arrête là, Bezat Hashem, dans son rendez-vous la semaine prochaine, de toute façon, on parlera du Shulchan Aruch, du Rama, des Sfaradim, des Ashkenazim, comment on fait, comme le Ben Ishraï, comme le Kaf HaChaim, et comme ça, on avance, et de cette manière, on peut arrêter. La réponse est la suivante, c'est qu'il faut savoir une chose, que Rashi, il est appelé dans Tosfot, jamais on verra Rashi Piresh, Kuntres, Kuntras. Mais il y a souvent, Rashi, il n'est pas appelé du tout. Tosfot, il ramène le Rashi sans le mentionner. Il explique la Gemara, il ramène Rashi sans le mentionner. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi il ne ramène pas son grand-père? Comment ça se fait qu'il ne ramène pas le grand-père? Alors, il faut savoir une chose, que souvent, quand il dit Pirosh Kuntras, ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà, le Rashi explique ça et moi je suis collègue sur lui. Ok, bon, c'est pas roquette. Il ne dit pas Rashi. Il ne dit pas Rashi.
Contraste. Maintenant, des fois, il ramène. Alors, il faut savoir une chose. Quand Tosfot, il ramène Rashi sans le mentionner, il faut ouvrir les yeux. Parce que Tosfot, il a changé un mot, une phrase, il a changé une petite nuance qui veut dire qu'il est cholek sur Rashi sans le mentionner. Il explique la Gemara d'une autre manière. Après, il dit les mêmes mots, mais faites attention. Des fois, il manque un mot, et un mot de plus. Il y a une petite nuance qui apparaît, et de cette manière-là, on comprend que Tosfot, pour le kavod de Rashi, il n'a pas dit, Rashi il a dit, et je suis cholek, il a expliqué la Gemara, presque comme Rashi, mais hop, il a fait une petite feinte, un petit revers, et hop, comme ça, Mais lorsqu'il cite Rachid en disant Pirocha Contras, il n'est pas dérangé d'être Rolex sur lui. non, alors là, c'est la cas différence. La différence, c'est la suivante. C'est quand il est cholek, les gamrés sur Rashi, il le mentionne, il dit, Rashi dit ça, mais c'est pas juste. Mais quand il le mentionne pas, c'est une petite nuance, mais il y a une différence. Et c'est ça qu'il faut faire attention, il ne veut pas amener. Pas dire que Rachid pensait ça, mais il l'a pas dit. Ah non, jamais. Non, non. Parce que Rashi, il faut savoir une chose. Alors, c'est aussi un truc très intéressant, c'est que toutes les questions de Tosfot, toutes les questions de Tosfot, sont tous répondues dans Rashi. Seulement, le problème, c'est qu'il faut savoir lire le Rashi. Et d'ailleurs, c'est intéressant, rappelez-vous, il y a un grand Mefaresh du Rashi, il s'appelle le Pnei Yoshua. Le Pnei Yoshua et le Maguidé Shlomo. Alors, le Pnei Yoshua, il a été le Rav de Francfort. Et il y a eu un tremblement de terre. Et sa maison, elle s'est écroulée sur lui. Il a perdu sa femme et sa fille. Et lui était sous les décombres. Et il a dit Hachem, si tu me sauves, je sors vivant de cette affaire-là, alors moi, je vais écrire un Pérou sur Rashi. Et toutes les questions que Tosfot a posées sur Rashi, je vais les répondre. Et comment je vais les répondre? Je vais trouver le mot que Rashi a écrit pour répondre à la question de Tosfot. Et c'est ça, et c'est comme ça le yun. Le yun qu'on fait dans Rashi, c'est qu'on sait que dans les mots de Rashi, il y a toutes les réponses des questions de tous les Rishonim. C'est à force de Rashi. Rashi, c'est En Od Milvado. Et Yoshua et l'autre, c'est qui? C'est le Maginé Shlomo. Voilà, Rabotai, Hazak Obao. Alors, si vous restez quelques minutes avec nous pour faire